Je m'appelle Boris Bergman. My name is Bruno Testore Schmidt. Je suis écrivain et j'ai aussi l'habitude d'écrire sur la musique et avec et pour les artistes. J'ai fait quelques expositions à Paris, en province, en France, à New York également. J'écris des catalogues, j'adore aussi avoir ce dialogue avec les artistes et imaginer avec eux comment mes mots peuvent accompagner leurs œuvres et leurs visions. I'm an artist. I'm Brazilian. I was born in Brazil, but my mother is Italian. Je suis à The Merode aujourd'hui pour présenter le film de l'artiste Kenny Scharf, When Worlds Collide, et aussi présenter ce film, raconter un peu la vie et l'œuvre de Kenny Scharf. Et surtout, on a la chance de recevoir Bruno Schmidt, artiste pluridisciplinaire, qui est un ami de Kenny, qui prend part au film et qui a connu en fait tout le foisonnement, l'excitation de cette scène new-yorkaise de la fin des années 70 et des années 80. Et donc, il va nous raconter à travers son expérience ce qu'il a vécu, les clubs, les galeries, les premières expositions, la naissance du MoMA PS1, le Club 57, qui est un endroit incroyable, le Mud Club où allait Jean-Michel Basquiat, mais aussi Blondie, mais aussi les punks, la naissance du hip-hop, le graffiti. Kenny Scharf a été le témoin et un des acteurs principaux de cette scène incroyable, de ce qu'a été le New York fou des années 70-80. Et donc on a la chance aujourd'hui à The Merode de montrer ce film et de raconter un peu de cette histoire. I'm here today because Malia, which is the daughter of Kenny Scharf, asked me to come and talk a little bit about the film that she made about her dad. So that's why I came. Avec Kenny Scharf, c'est un lien récent. Je connaissais mal le travail, mais j'ai toujours été passionné en fait de cette scène new-yorkaise. Je suis un passionné de musique, donc j'aurais adoré aller au Paradise Garage, j'aurais adoré aller au Club 57, au Mud Club. Je suis un fou de New York et je pense souvent au film After Hours de Martin Scorsese où ce personnage, à un moment, passe la 42e rue, arrive au sud de Manhattan et là, le monde change. Il y a une espèce d'énergie parfois dangereuse, souvent violente et menaçante. Mais peut-être que je fantasme un peu sur ce New York des années 80, de la fin des années 70, où les artistes, les musiciens, les DJ, les graffiti artistes, les rappeurs, tout le monde se mélangeait dans des squats, dans une espèce de bohème en fait. Je m'intéresse énormément aux avant-gardes, bien sûr aux avant-gardes du XXe siècle, c'est-à-dire à Dada, aux surréalistes, aux grands jeux. Je pense qu'on retrouvait en fait les mêmes formes, la même liberté, la même radicalité aussi dans ce New York de la fin des années 70 et du début des années 80. Et puis Kenny Scharf fait partie avec Keith Haring et Jean-Michel Basquiat des trois artistes iconiques de cette période, de ce New York-là. Donc forcément, c'est intéressant d'en savoir plus sur l'œuvre, mais aussi la vie et aussi ces moments fous concentrés dans quelques rues et dans quelques quartiers d'une ville qui à l'époque était, il le rappelle aussi dans le documentaire, bankrupt. Donc tout était possible en fait. I came to New York in 1975, and then in 1977 I went to School of Visual Arts, and Kenny was School of Visual Arts as well. And I was in the school with Keith. Keith Haring, he was my buddy, we went to school together. And Jean-Michel Basquiat, he was a model at the school. And Kenny, I met him after this. For some reason, we didn't have the same courses. So I met Kenny outside of the school, but at the same time, in 78, I met Kenny. And around the corner from where we lived, in the East Village, there was a place as a church basement, became the Club 57, which started as a film club, Monster Movie Club was called. And the beginning was just to show movies, and then every day after school, we just go and hang out there. And then we became all friends, and that's, after that is all history. So Kenny's been my friend since 1977. It's my best friend, probably. Moi, j'ai eu la chance de découvrir, elle était beaucoup moins folle, mais de commencer à sortir assez jeune dans les années 2000, 2005, 2006 à Paris, quand il y avait une scène rock. Et c'est vrai, inspiré un peu des Libertines, des Strokes. Et c'est vrai qu'on écoutait tous Iggy Pop, le Velvet Underground, Television, les Modern Lovers, qu'on rêvait tous du CBGB, etc. Donc il y avait un peu ce fantasme, aussi bien de Londres, mais surtout de New York. Et puis, autre versant de ma vie personnelle, moi, ma maman a travaillé dans la
lutte contre le sida à Aide. Et c'est vrai que le sida a quand même été un moment terrible pour toute cette génération. Ça a été un peu la fin de la fête, le moment où voilà, la mort, la maladie et aussi l'engagement politique radical voilà, on est tombé un peu sur ces gens qui voulaient créer, faire la fête, s'aimer, etc. Et donc j'ai aussi baigné, voilà, je me souviens des dessins de Keith Haring très petits, puisque c'est artiste mort du sida, mais pas que, mais qui s'est aussi engagé, qu'il a dessiné, peint, créé pour lutter contre le sida. Donc j'ai été marqué par tout ça. Et si je dois nommer un personnage qui, moi, me fait rêver, je pense à Larry Levan. Larry Levan, c'était un DJ, musicien, et surtout, c'était le maestro d'un club qui s'appelait le Paradise Garage. Et c'est vrai que j'adore, il savait mêler à la fois la disco, mais aussi avec le punk, avec le dub qui venait de Jamaïque. C'est un artiste qui est mort très jeune, tragiquement, après qui était voilà, héroïnomane, mais qui a subi aussi voilà, les années sida. Mais c'est vrai que Larry Levan incarne, c'est un peu le DJ moderne avant l'heure. Il contrôlait aussi bien la lumière que la musique. Et le Paradise Garage est un lieu où, un peu comme le Club 57, un peu comme le Mud Club, un lieu où les gens se retrouvaient, ils pouvaient être qui ils étaient vraiment, ils pouvaient être différents de la journée ou du travail. Et il y avait toute une génération qui s'est retrouvée pour danser et pour créer. Donc c'est forcément très excitant de penser à ça. As Boris was saying before, New York was bankrupt, economically bankrupt. At that time, the president said drop dead to the city. So there was no services. Soho, you walk around, they didn't have any street lights even, or sanitation or anything. However, the rents are really, really cheap. So there was no really squats. You didn't need to have a squat because the rents are $30, $40 a month. And some buildings in the East Village only rented up to the third floor because people didn't bother to go to the fourth. It was pigeons flying inside of the fourth, fifth floor. And so a lot of artists already, the East Village already was a place where the artists lived in before in the 1950s, etc. So it was a magnet for everybody from everywhere, from all over the country and outside the country, for artists to go move for very cheap rent. Well, in School of Visual Arts, I was a graphic artist and a commercial artist and cinema, so I thought art was quite boring and was a complete cleavage between the art, official art, which is mostly minimal art that came out of the abstract expressionists. So to us it was like a reality that we didn't relate to at all in the place. We didn't follow the art, the official art of the time. Now in retrospect there was some beautiful, fantastic arts, but at the time it was a definite cleavage. We were just not even interested of going uptown to galleries to see shows or anything like that at all, really. Rauschenberg is different because the pop artist is the only linked. See, I lived across the street on Great John Street. I had a loft on Great John Street, across the street from Rauschenberg. And I used to know the people who took care. It was an orphanage and had 5 floors. And this Japanese couple who take care of it used to go and hang out there. But he was an older man. And I knew Andy Warhol from before, from '74, when I moved to New York already. Non, pas forcément, parce que c'était pas la même chose, c'était pas la même musique. Et puis le contexte général était très différent. Je pense qu'il y avait une magie. La vraie magie de New York, c'est que tous les styles, en tout cas musicaux, ont pu se retrouver. C'était un vrai melting pot. Le mot sonne un peu cliché, mais c'est quand même là où il est né. Downtown New York, Downtown Manhattan, c'est plus la même ville, c'est plus les mêmes moyens, c'est plus les mêmes budgets, c'est plus les mêmes loyers. Et c'est une ville qui a complètement été bouleversée par le capitalisme, la mondialisation, la modernisation. Aujourd'hui, maintenant, les artistes font carrière, ils ont des galeries, ils ont des plans de carrière. Je pense qu'à l'époque, alors même si à l'époque il y avait, et on le voit bien dans le film, des ambitions, l'envie de réussir, l'envie de se dépasser, par exemple, entre Keith Haring, Basquiat et Kenny Scharf, l'envie d'y arriver. Je pense que c'était pas du tout la même chose. Moi, j'ai toujours été un musicien raté. J'aurais adoré être musicien. Je traînais avec des rockers, je traînais avec des DJ.
Je ne pouvais pas être musicien, je n'arrivais pas, donc j'ai commencé à écrire. Donc pour moi, il y a vraiment cette envie de faire de la musique qui m'a poussé à l'écriture, paradoxalement. Et puis, non, mais c'est vrai que j'ai eu la chance, à 25 ans, de faire la Villa Médicis, une résidence à Rome où pendant un an, on se retrouve avec 15 artistes toutes les formes d'art possibles, une peintre, un sculpteur, une plasticienne, une réalisatrice, un danseur. Et cette année, pour moi, m'a sorti un peu du seul angle de la littérature pour pouvoir commencer à collaborer avec des artistes, à travailler avec eux, à voir comment on pouvait faire, à avoir envie de faire pas seulement des livres, mais aussi des expositions, mais aussi des revues, mais aussi voilà, d'essayer de croiser le faire, F-A-I-R-E, donc c'est-à-dire de faire des choses ensemble. The irony and the humor, I think, because to me he's the funniest artist. He always been the funniest of all the artists. Even being in his studio with him and while he's working, he is a very, very, very funny person. And humor is a very hard thing. To really be truly funny, it comes from his vaudeville Jewish heritage he comes from. So he has a funny streak that is absolutely hilarious. Few people make me laugh as hard as Kenny, really. That's probably it. Some of them are hilarious. A lot of people take at face value his paintings, but if you really look at it, they're really funny, yes, absolutely. They're very different because each one had a completely different reason why they paint, and their ambition had a completely different perspective. In a way, the three of them achieved what they wanted. Playlist idéale, je dirais Rapture de Blondie, un morceau de hip-hop, alors peut-être pour rester dans le 80s, KRS-One, qui était l'un des premiers rappeurs du Bronx. J'adore le groupe ESG, qui était un groupe de femmes qui mêlait punk et funk, hip-hop et reggae. J'adore leurs morceaux dance, tout simplement. Peut-être un petit Iggy Pop, alors c'est Night Clubbing, et puis Grace Jones, Pull Up to the Bumper, parce qu'on a envie d'aller dans un club en écoutant ça. Lounge Lizard, évidemment, oui, Lounge Lizard. The Merode présente When Worlds Collide de Kenny Scharf, à l'occasion aussi de l'exposition de Kenny Scharf à la galerie Alminrege de Bruxelles. Le film est très touchant parce que je trouve qu'il n'y a pas de filtre. On découvre vraiment un artiste, on découvre ses influences, on découvre sa pratique, on découvre son parcours, ses ambitions, sa famille, ses amis. Il est très sincère. J'ai été touché par à la fois l'importance qu'il a eue dans la scène new-yorkaise et dans la scène mondiale de l'émergence d'un art contemporain dans les années 80. Mais j'ai été surtout touché par la sincérité et par oui, la passion de cet artiste qui est une passion intouchée aujourd'hui puisqu'il continue à créer encore et encore. Donc c'est pour ça que When the World Collide est un film très intéressant à découvrir.